Salut, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de cette matinale quotidienne sur les news géopolitiques, les news financières et le marché de la crypto. Du coup, tout ça pour te faire un petit condensé de tout ce qui s'est passé pendant cette nuit pour que tu puisses bien démarrer ta journée de trading. Sans plus attendre, on va commencer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin hier plutôt, donc vous étiez toujours réveillé, donc je suppose que vous êtes déjà au courant, ou peut-être pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une attaque, enfin l'Ukraine a attaqué la Russie avec, avec plein de drones sur des résidences, enfin sur des habitations. Du coup la Russie les a attaqués en retour aussi, ce qu'on peut voir ici dans le summary, c'est que l'Ukraine a attaqué la Russie avec 144 drones et la Russie a contre-attaqué avec 46 drones. Donc, ce qui est intéressant de voir dans cette news, c'est que en fait, l'Ukraine elle a attaqué des zones résidentielles. Enfin, les drones ont tapé des immeubles. Il y a une civile qui est morte à Moscou. Du coup, l'Ukraine se défend en disant que bah, ce n'était pas une action militaire organisée. Ou enfin l'Ukraine, enfin et du coup la Russie répond répond à cette accusation que du coup en fait non, c'est une preuve que l'armée ukrainienne est en désarroi total et n'arrive plus à s'organiser. Voilà un petit peu les derniers développements qu'on a autour de la situation en Ukraine. Ensuite, qu'est-ce qui se passe du côté de SpaceX? SpaceX a lancé une fusée hier dans l'espace qui était occupée par quatre humains. Quatre humains, dont un milliardaire, un je sais plus, et deux ingénieurs de SpaceX. Ce qui est intéressant avec cette mission, ce qui la rend un petit peu particulière, c'est que ça va être l'EVA, l'Extravehicular Activity. Ça veut dire que les astronautes vont sortir du véhicule de la fusée, de la capsule, pendant un certain temps. Et c'est la première fois en fait que cette prouesse va être faite par une entreprise privée. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a été fait que par la NASA jusque-là, ou que par en tout cas pas que par la NASA, non, c'est faux, ça a été fait aussi par la Russie, peut-être la Chine, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est la première fois que c'est une organisation qui n'est pas gouvernementale qui va faire ceci. Donc c'est aussi pour tester les combinaisons de SpaceX pour voir comment elles résistent. Voilà, c'est assez incroyable de voir que une entreprise privée va réussir, enfin réussir ou pas, on verra bien, hein, euh, cette prouesse. Je trouve que c'est assez passionnant sur le plan des news technologiques de suivre cette news-là. Je crois qu'ici on voit un petit peu plus sur le profil des gens qui vont voler avec SpaceX. Euh, Ouais, c'est aussi la mission la plus éloignée de la Terre depuis le programme Apollo qui s'était terminé au début des années 70. Donc ça fait 50 ans qu'on n'a pas d'humains qui sont allés aussi loin dans l'espace. Je crois qu'on avait un petit résumé des quatre personnes, mais bon, c'est pas forcément très important. Ensuite, next, il y a Melania Trump, donc la femme de Donald Trump, qui a fait une petite vidéo pour dire qu'elle est quand même assez étonnée de la tournure que l'enquête sur la tentative d'assassinat sur son mari Donald Trump a prise, dans le sens où eh bien, ça fait combien de mois que cette tentative d'assassinat a eu lieu, et que maintenant c'est le silence zéro dans les médias, on n'en entend absolument plus parler du tout. Elle s'interroge là-dessus et aussi elle s'interroge sur pourquoi est-ce que le suspect n'a pas été arrêté avant qu'il ait l'opportunité de tirer sur Donald Trump, hein. Voilà, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Elle essaye, je suppose, de relancer le débat un petit peu autour de ça, de refaire apparaître cette histoire dans les news parce que c'est quand même vraiment surprenant à quel point à quel point les médias ont changé de sujet et ont fait en sorte de taire de cette tentative d'assassinat le plus possible, de faire en sorte que l'opinion publique l'oublie rapidement. Je suis aussi surpris de ça et du coup j'aimerais bien voir si ça va retourner dans le news cycle, mais j'en doute un petit peu, je pense que c'est pas du tout dans l'intérêt des démocrates et du coup des médias de reparler de cette histoire.
Ensuite, petit tour sur le calendrier économique. Alors, ça m'a encore actualisé toutes mes pages. On va tout recharger d'un coup. Ah, on n'aura pas à poireauter à chaque fois. Très bien. Hop, retournez ici. Tac. Calendrier économique. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Oui. L'inflation aux États-Unis. Donc ça, ce sont des chiffres qu'il va falloir regarder de très très près. Donc 19h30 pour moi, ça voudra dire que ce sera à 14h30 pour toi. Donc ça sera pendant ta journée de trading. Suis ça, fais attention à la volatilité. Il y aura potentiellement pas mal de volatilité sur les marchés autour de 14h30. Et du coup, il faudra voir si on est plus ou moins cohérent avec ce qui est anticipé dans la colonne forecast ici. Donc ça, c'est les chiffres qui sont très importants parce qu'ils vont avoir un impact très colossal en fait sur la décision de la Fed quant à les décisions qu'ils vont prendre sur les taux d'intérêt. Et quand on regarde les taux d'intérêt, aujourd'hui on est à 65% pour une réduction de 25 basis points et 35% pour une réduction de 50 basis points. Donc ça n'a pas beaucoup changé depuis hier. Donc ça c'est encore quelque chose qu'on suit de près. Ça va sûrement évoluer en fonction des chiffres de l'inflation, hein. Donc voilà, à surveiller. Et puis demain aussi on a le PPI qui est un autre chiffre sur l'inflation qui aura probablement un impact lui aussi sur la décision de la Fed et sur l'anticipation des investisseurs quant à la décision de la Fed. Ensuite, donc lui, je suis juste allé sur son profil pour faire un petit tour de ce qui a été dit pendant le débat Kamala-Trump. Donc, alors moi, j'ai regardé quelques passages en direct. J'ai trouvé que les questions, elles étaient très challengeantes pour Trump et j'ai trouvé pas mal de gens qui étaient d'accord avec ça sur Twitter qui disent que c'était plutôt un débat de trois démocrates contre un républicain. Bon, voilà, je suis assez d'accord avec cette affirmation. Mais par contre, du coup, ce que j'ai trouvé de la performance des deux candidats, j'ai trouvé que Trump c'est relativement bien défendu. Il y a des choses avec lesquelles je suis plutôt d'accord. Le point que je n'aime pas avec Trump, c'est qu'il fait beaucoup d'attaques ad hominem, ce qui, pour moi, ne joue pas vraiment en sa faveur. Après, il en a fait un petit peu un trait de personnalité, et je pense que beaucoup de sa campagne se repose sur ses attaques ad hominem contre son opposant politique, hein. De l'autre côté, il y a Kamala Harris, que je prenais vraiment pour une colossale idiote, qui m'a plutôt surpris, mais je trouve qu'en fait, je pense, d'après moi, qu'elle voit les mesures qui font mouche dans le programme de Trump et elle essaye de répliquer un petit peu ça de son côté à sa sauce. Donc en fait, elle copie un petit peu derrière l'épaule de Trump, elle recopie, voilà, et puis elle pense que personne ne va s'en rendre compte et elle mélange ça avec tout son programme démagogique et elle nous ressort ça sur un joli petit plateau d'argent. J'ai beaucoup de mal à la croire. Donc voilà, donc les deux candidats sont très loin d'être parfaits. Mais je pense que, enfin, Trump pour moi a quand même un avantage. L'avantage déjà qu'il ait déjà été président, qu'il n'ait pas été dictateur pendant la période où il était président, qu'il a le respect des puissances internationales et qu'il a, je pense sincèrement qu'il a l'intérêt des Américains à cœur. Je pense que c'est aussi pour ça que les médias le détestent tant. Du coup, qu'est-ce qui a été dit un petit peu pendant ce débat? Il publie beaucoup trop, donc c'est un petit peu énervant. Trump, voilà, qui se jette des fleurs, hein, comme d'habitude. Bon, il a écouté, j'ai un petit peu perdu. Ah, voilà. Voilà, donc Kamala qui essaye de se détacher de Joe Biden et Trump qui essayait un petit peu de la rattacher au personnage de Joe Biden qui est maintenant l'antéchrist des démocrates, hein. Maintenant, ils essayent de tout faire pour se débarrasser un petit peu de Joe Biden parce qu'ils ont bien compris qu'il n'était plus populaire du tout. Donc voilà, donc un très bon point de Trump aussi, c'est qu'il demande Kamala, qui est vice-présidente, qui est la vice-présidente en ce moment, pourquoi est-ce que les mesures qu'elle propose aujourd'hui, elle ne les a pas établies pendant les 3 ans et demi où elle a eu l'opportunité en fait d'établir ces réformes. Donc, très bon point. Pourquoi est-ce que elle ne l'a pas fait? Et du coup, sachant qu'elle ne l'a pas fait, qu'est-ce qui nous dit qu'elle va le faire pendant les 4 ans où elle serait potentiellement présidente?
Voilà, donc Trump qui ne reconnaît toujours pas qu'il a perdu en 2020, intéressant. Kamala qui veut une espèce de sécurité sociale pour tous les Américains. Euh, Trump qui pense avoir gagné. Donc du coup, ouais voilà, Trump qui pense avoir gagné, mais est-ce que c'est le cas? Eh bien, Polymarket n'a pas l'air d'être d'accord avec ça, comme on peut le voir maintenant après à l'issue du débat. Ils sont à égalité avec 49% de chances de gagner chacun, alors qu'il y avait un écart de 8 points ou de 6 points, je sais plus, en faveur de Donald Trump avant le début du débat. Donc le débat a l'air de plutôt être en faveur de Kamala Harris aujourd'hui. Après, je viens de remarquer, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump a 129 millions en sa faveur, alors que Kamala n'a que 113. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? Peut-être parce que beaucoup de gens disent non Trump, beaucoup de gens disent oui Trump, mais peu et moins de gens parient sur Kamala. C'est possible. Je sais pas exactement comment fonctionne ce calcul sur Polymarket. Ce serait intéressant de creuser un petit peu. Voilà, donc ce qui était intéressant à l'issue de ce débat, c'est que la crypto n'a pas été mentionnée une seule fois. Donc voilà, alors pourtant ils ont tous les deux, enfin la crypto est en train de prendre une place quand même assez majeure sur le plan politique et ouais, et économique aux États-Unis, mais pourtant dans ce débat qui a duré, je sais pas, 3 ou 4 heures, il me semble-t-il, il n'y a pas eu une seule mention faite de la crypto. Mais alors pour autant, ça ne veut pas dire que la crypto est exclue de la politique américaine, parce qu'il y a eu aujourd'hui, nope, pas ça. Eh bien, c'est le mauvais article. Le mauvais article, est-ce que c'était celui-là? Non. Non, eh bien en fait, ce que je voulais vous montrer, je sais pas ce que j'ai fait de cet article, c'est dommage. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a eu euh, on dirait une audition à Washington DC aujourd'hui, qui était la première audition en rapport avec la DeFi, la finance décentralisée, où eh bien les responsables de cette audience essayaient de comprendre un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants de la DeFi. Et il y avait du coup des gens, principalement démocrates, qui sont contre la crypto et contre l'acceptation de ces choses-là, et comment dire, des professionnels du milieu qui essayaient un petit peu de leur expliquer comment ça se passait, pourquoi ça pourrait être bénéfique pour le citoyen américain, et les gens en face essayaient de rétorquer en expliquant que c'était juste donner des manières faciles d'éviter les taxes et enfin, les démocrates ont très très peur de ça. Donc voilà, et c'est la première fois qu'en fait qu'il y a une audience qui est 100% basée sur la DeFi aux États-Unis. Donc voilà, donc je voulais lever ce point-là pour montrer que la crypto est très loin d'être absente de la politique américaine. Et même bien au contraire, elle commence à prendre une place de plus en plus majeure et vous pouvez être sûr que dans les jours, semaines qui viennent, les deux candidats aux élections présidentielles vont en parler à leur meeting ou sur les réseaux sociaux pour sûr. Sur le Bitcoin, j'ai trouvé cet article relativement intéressant qui nous explique que le nombre d'adresses, d'accumulation address diminue de manière ouais, sharply, se diminue beaucoup. Alors, à première vue, je me suis dit, ok, donc c'est relativement bearish. Pour moi, ça veut dire que les gens, les whales en tout cas, accumulent de moins en moins. Donc ça, c'était ma première analyse. La deuxième analyse, j'ai descendu un petit peu et en fait, on peut se rendre compte qu'ils ont fait ils ont dessiné cette charte sur un time frame le plus grand possible en fait, parce que ça va depuis la création du Bitcoin, hein, comme on voit depuis ici, depuis mi-2010, donc depuis genre à peine après la création du Bitcoin. Et du coup, je me suis dit, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé pour les bull runs précédents. Donc on peut voir ici le bull run de 2017, donc le top était ici, et ici on peut voir le bull run de 2020, 2020-2021, et on se rend compte du coup que le top était ici, hein, le top qui était en rapport avec le TF Futures, le TF du Bitcoin Futures aussi, ma mémoire est bonne. Du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe avant les bull run à chaque fois. Et du coup, avant la majeure partie, la grosse leg là, du bull run ici, qu'on a eu fin 2017, début 2018, que on retrouve aussi une chute ici des adresses, des adresses qui accumulent du Bitcoin.
et avant d'avoir la super jambe du bull run qui a rendu tout le monde riche. Voilà. De la même manière, ici en 2000, attendez, pardon, parce que 2020, ouais, donc 2021, donc c'était ici la fin du bull run. Avant d'avoir cette jambe ici, si on tire un trait, tac, 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 ah, et bien ici, pas tout à fait. Donc ici, c'était plutôt flat, mais on a eu un creux ici avant le sommet ici. La TH était ici, hein. La TH n'était pas ici, la TH était là. Et du coup, on voit qu'il y a aussi un creux avant la TH. Donc en fait, c'est un pattern que l'on retrouve sur les deux bull runs précédents. J'ignore le bull run d'avant parce qu'il y avait tellement peu des gens de personnes dans l'écosystème pour considérer une adresse comme étant en train d'accumuler, ce logiciel, cet indicateur considère que les adresses qui sont inactives ou en tout cas qui ne font qu'accumuler du Bitcoin depuis 7 ans. Et du coup, bah, si les adresses ont été actives avant 7 ans, elles ne sont pas considérées par cet indicateur. Et du coup, pour les 7 premières années d'existence du Bitcoin, c'est difficile de faire quelque analyse que ce soit. Vérifier cette information, juste pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Voilà. Addresses that were last active more than 7 years ago are omitted as well. Ah, écoutez, eh ben, non, my bad. Ce qu'ils expliquent, c'est que justement, les adresses qui ne sont plus actives depuis 7 ans ne sont pas considérées. Donc, alors, qu'est-ce qui est considéré comme une adresse qui accumule? Ce sont des adresses qui ont au minimum deux incomes qui ne sont pas des dust transfers. Donc, dust transfers, c'est des tout petits transferts qui sont probablement des attaques d'hackers et qui n'ont jamais dépensé leurs fonds. Ok, donc ce sont des adresses qui n'ont jamais eu d'outflow. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. Je pensais dans un premier temps que c'était une news bearish qui nous disait que les whales arrêtaient d'accumuler. Au final, c'est un pattern qui se répète depuis qui s'est déjà répété les deux cycles précédents. Donc plus de peur que de mal, mais c'est voilà, je pense, euh, comment dire, un indicateur qui est intéressant de garder sous la main. Ensuite, je voulais montrer ici sur cette newsletter que je vais leur donner du crédit. Voilà, donc c'est fait par Newswit, si ma mémoire est bonne. The Light Paper by Stockwit. Ce sont des newsletters macro et crypto qui sont toutes les deux très intéressantes. Du coup, là, je voulais montrer ici que l'ETF intéresse beaucoup d'institutionnels. Principalement le BlackRock EBIT ETF qui lead la meute, hein, avec les joueurs financiers majeurs qui hold plus de 20% de départ de cet ETF. Et les analystes disent que c'est juste le beginning. Bon, si tu es dans la finance depuis assez longtemps, tu sais ce que vaut les dires des analystes dans ce secteur. C'est-à-dire rien. Et ils s'attendent à ce que ce nombre double. Voilà. Donc pour moi c'est bullish pour le Bitcoin, hein. Ça dit que pendant que le retail s'en désintéresse, c'est ce que je répète hein, depuis 2 semaines maintenant, le retail se désintéresse du Bitcoin, les institutionnels s'y intéressent et accumulent, quel que soit le biais par lequel ils accumulent. Ici on parle des ETF. Next, un petit fait divers, une baleine ici qui risque d'avoir 26 millions de dollars de Bitcoin liquidés si le prix descend en dessous de 50 429. Et cette baleine a déjà été liquidée 3 fois pendant le crash de 2022, en ayant perdu déjà 32 millions, 32,82, donc presque 33 millions de dollars. Voilà, donc c'est pas parce que les baleines sont des baleines qu'ils trade forcément mieux que nous. En voici la preuve. Du coup, ça montre aussi qu'il y a potentiellement de la douleur autour de ce prix-là, comme on va le voir plus tard. Du coup, maintenant, petit tour des assets qu'on aime bien regarder quotidiennement. Le VIX très très rapidement qui ne bouge pas vraiment, qui reste relativement élevé, mais sans être démesuré pour autant. Le DXY, très important de le garder à l'esprit celui-ci, qui rebondit à nouveau sur ce support court terme
Et maintenant, du coup, on veut voir, en fait, on va vouloir le voir sortir de ce range qui est compris entre ce support très majeur, très long terme, qu'on peut le voir ici en dézoomant, qui tient depuis euh, janvier 2023. Donc, pour que ce soit bullish pour le Bitcoin, on voudrait voir ce niveau cassé. Ou alors est-ce que ce range va être cassé par le haut et repartir à la hausse et du coup porter un coup dans les genoux de l'économie américaine et du coup mondiale. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut voir sur le Bitcoin, à surveiller. Ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer? Donc après, il n'y a rien de nouveau sur tous ces indices à part le pétrole qui continue de faire des plus bas. Donc voilà, à suivre, hein. Donc ça veut dire que l'économie se porte plutôt pas trop mal pour l'instant aux États-Unis, mais que ça pourrait changer rapidement. Sur les taux d'intérêt, rien ne change pour l'instant. Les indices américains, ce qui est intéressant de noter, après la journée trading aux États-Unis est terminée. Mais et c'était terminé avant la fin du débat. Donc ce qui sera intéressant, c'est de voir ce soir à l'ouverture du marché américain comment est-ce que les marchés vont réagir au débat. Pour l'instant, la dernière bougie qui était la bougie d'hier s'est clôturée verte après un joli petit dip ici. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop comment interpréter la réaction des marchés par rapport au débat américain. Je ne sais pas si les marchés ont apprécié ou non la performance des candidats. Je pense qu'on le verra à l'ouverture du marché américain ce soir, cet après-midi pour vous. Hop, donc ça c'est pareil sur le Dow Jones et le Nasdaq, relativement peu d'informations ici. Le Russell 200, donc les petits, comment dire, les low cap qui, elles, pour le coup, ont baissé de manière relativement significative, quoique ça c'est aujourd'hui, donc ça doit être le pré-marché. Donc du coup en fait non, qui ont réagi à peu près de la même manière. Le Japon qui continue de partir vers le bas, donc alors là pour le coup je pense qu'on peut commencer à dire que le Japon a commencé une tendance baissière, hein, parce qu'on commence à faire un plus bas creux, un plus bas sommet, et du coup la question est-ce qu'on va aller faire un plus bas creux ici ou alors est-ce qu'on va faire une consolidation et créer un range, hein. Donc du coup ça aussi affaire à suivre. Pour l'instant moi c'est pas le moment où je me positionnerai sur le Nikkei ou en tout cas peut-être prendre un short jusqu'à ce niveau ici et ensuite voir ce qui se passe. Donc ce n'est pas le moment pour moi en tout cas de long le Japon. Et ça, on peut le voir aussi très rapidement, je vais le montrer. Si on regarde le Forex et qu'on regarde le yen dollar, donc le yen s'effondre face au dollar. Donc c'est encore une preuve que c'est pas forcément le moment de se placer sur les indices japonais. D'autant que la BOJ, Bank of Japan, commence à considérer de continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt au Japon sont extrêmement bas, donc des augmentations de 25 ou 50 basis points seraient relativement négligeables, mais quand même il y a vraiment une démonstration de la part de la Bank of Japan qui prennent conscience du fait que leur économie ne va pas bien et qu'ils ont besoin de prendre des mesures pour faire en sorte que cette économie aille mieux. Alors maintenant pour aller se focus un petit peu sur le Bitcoin, je voulais montrer, j'ai fait des nouvelles prédictions, j'ai fait un petit post ce matin pour en parler. Voilà les 4 scénarios qui pour moi sont intéressants de surveiller quant au Bitcoin. Je vais commencer par le pré-pump scénario, donc pour moi celui-là il est relativement peu probable, il se passerait si on commence à avoir des petites pumps sur le Bitcoin et que le retail short ces pumps. Voilà, le retail don't buy or short pumps, donc ça veut dire le retail, les petits investisseurs euh, voient des petites pumps et ils les voient comme des opportunités de shorter ou de vendre leur bag, auquel cas, s'ils font ça, ça serait tout à fait possible que le marché parte sans eux. Après, petite correction ou non, hein, je l'ai mis parce que je l'ai mis parce que généralement s'il y a une grosse montée aussi, on aura peut-être une réaction sur ce haut de canal baissier pour ensuite venir rebondir sur le milieu du canal quelque part ici et ensuite repartir à la hausse en surprenant tout le monde et en laissant le retail sur le bas côté. Donc pour l'instant moi je vois ce scénario assez peu probable parce qu'on se rend bien compte que dès qu'il y a des petites pumps, le retail a plutôt tendance à acheter. C'est pas très comment dire
C'est pas si certain que ça, hein. Les indicateurs, pour moi, indiquent que souvent le retail aussi short et relativement rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, je le considère ce scénario comme étant assez peu possible, mais quand même relativement possible. Je dirais les 20% de chances pour qu'on aille sur ce scénario. Celui-là, le boring scénario, là je lui donne une probabilité un petit peu plus élevée. On va mettre des petits pourcentages pour se souvenir. Donc celui-là, on a dit 30%, 20%, pardon. 20%, hop. Le boring scénario, je lui donne une probabilité de 40% pour l'instant. Mince. 40%, pour moi, c'est vraiment de loin le plus probable que on ait une petite continuation vers le bas, peut-être des petites réactions, je sais pas trop, mais enfin voilà, en tout cas, on s'emmerde. Le marché est complètement chop-chop, très peu d'opportunités à court terme, très peu de trades à prendre. Le retail est complètement désemparé, les whales accumulent. Et du coup, ensuite, après les élections, à la surprise de tout le monde, hop, on part vers le haut, sans attendre qui que ce soit. Le train part sans attendre personne. Euh, voilà, donc moi je pense que ça c'est vraiment le scénario le plus probable pour l'instant. Ensuite, il y a le scénario d'Extreme Pain. Celui-là, je le vois quand même aussi relativement probable, peut-être 30% de chance sur voilà, le Extreme Pain. Alors celui-là, je le justifie par le fait qu'il y a des clusters de liquidité ici à assez long terme, 44 800, qu'on peut identifier ici sur la liquidation heatmap du Bitcoin. Si on se met à un mois de time frame, eh bien on va pouvoir voir à ces 44 800, hop, des clusters de liquidité assez conséquents que du coup, il n'est pas nécessaire qu'on aille forcément les chercher, mais je pense que si on commence à voir des mouvements baissiers relativement violents, eh ben, ce serait pas surprenant que les market makers aillent chercher ces liquidités plutôt que de laisser des opportunités aux retail et aux investisseurs de long et de mettre leur stop loss à ce niveau-là. Voilà, donc moi je pense que ce scénario est tout à fait possible, tout à fait envisageable, et qu'il a même une probabilité de se produire qui est assez conséquente. Voilà, donc ça aussi à vérifier si les retail buy les dips, il y a très forte chance pour que ce scénario se produise. C'est moyennement ce qu'on observe, comme je disais précédemment, on observe quand même plutôt les retail shorter les pumps plutôt que d'acheter les dips. Donc c'est pour ça que je mets une plus grosse probabilité sur celui-là. Et mais du coup, enfin voilà, celui-là, je ne l'exclus pas du tout, vraiment à surveiller. Et je pense qu'il ferait mal à beaucoup de gens un retour vers les 44 800. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appelleraient pour un bull run cancelled. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens, beaucoup plus de gens qui quitteraient les cryptos, qui commenceraient à dire que le Bitcoin est un scam. Les gens qui commenceraient à appeler Bitcoin. Alors pardon, mon casque qui s'éteint, donc je sais pas si c'est le casque qui fonctionne de l'ordinateur. Bon, peu importe. Toujours est-il, oui, ce que je disais, c'est que si on commence à voir ce scénario se réaliser sur le crypto Twitter, ce qu'il va falloir à s'attendre, c'est voir des gens qui appellent Bitcoin 30K, même Bitcoin 20K, etc., ou même qui vont dire 16K. Voilà. Donc si vous voyez commencer les gens à devenir extrêmement bearish et à mettre leur target aussi basse que celle que je viens d'annoncer, on est sûrement dans le scénario Extreme Pain viendra ici chercher ces clusters de liquidité, potentiellement identifier des nouveaux qui viendront s'installer plus bas ou plus haut, et une fois que ces clusters de liquidité seront attrapés, petite consolidation avant les élections américaines, et hop, boule, on repart au nord vers le haut en surprenant absolument tout le monde. Le dernier scénario que je trouve assez peu probable, c'est le scénario du bull run cancelled. Mettre 10% de chance pour arriver au 100% total, 20, 60, 90, 100. Voilà, et du coup, pour moi, ce scénario se produira dans le cadre d'un Black Swan. Je ne vois pas d'autres options qui pourraient annuler le cycle crypto et la saisonnalité crypto. Donc voilà, la seule chose qu'il faudra, enfin,
qui chambranle à tout le monde, un petit Black Swan, donc je sais pas, Troisième Guerre mondiale, la Russie balance une nuke, qu'est-ce que ça pourrait être, je sais pas, le Trump qui se fait finalement assassiner, je sais pas, voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça que le marché déteste et qui nous envoie grinder tout doucement vers le bas, donc ça pourrait être avec des mouvements plus ou moins violents, mais en tout cas quelque chose qui rend tout le monde dépressif et pendant que tout le monde a l'espoir de voir le bull run finalement commencer, et bien en fait il ne commence jamais. Voilà, donc c'est un petit peu là les quatre scénarios que j'ai en vue pour cette fin d'année sur le Bitcoin. Donc dis-moi quel est le plus probable pour toi en commentaire. Et même si tu vois d'autres scénarios potentiels que je n'ai pas identifiés, ça me ferait très plaisir que tu partages ça avec moi. Ensuite, bah, pour les autres cryptos, ça suit un petit peu si on veut regarder l'Ethereum qui est l'Ethereum, je sais même plus quoi en dire, je vois même plus l'intérêt en fait de parler d'Ethereum. Du coup, c'est peut-être un signe qu'il est vraiment temps d'acheter hein, ce désintérêt, cette dépression que j'ai autour d'Ethereum. Moi, c'est ce qui me donne envie d'acheter. Donc, j'ai fait ce petit dessin là hier sur l'Ethereum Bitcoin chart où il y a deux possibilités. Donc là, l'Ethereum est en train de trader dans ce triangle que je pense beaucoup de gens ont identifié. Donc les deux scénarios possibles que je vois, c'est une cassure vers le bas et qui démontrerait que Ethereum est dead, et une cassure vers le haut qui montrerait un Ethereum Monster Reborn, hein, comme dans Yu-Gi-Oh! Donc voilà, je sais pas trop pour l'instant, ça compresse. Est-ce qu'on va continuer complètement flat comme ça jusqu'à la nuit des temps? Ça m'étonnerait beaucoup. Il va falloir un jour ou l'autre que l'Ethereum sorte soit par le haut, soit par le bas. Donc ça permettrait d'y voir un petit peu plus clair sur son avenir. Voilà, donc les dominances, on avait fait un petit tour relativement récemment, on va y retourner assez rapidement, donc le Bitcoin est toujours en train de trader au milieu de ce range moyen terme, donc difficile de savoir ce qui se passe. Moi je pense que si on veut voir un début de bull run, il faudrait voir peut-être le Bitcoin venir retester ce support majeur qui tient depuis relativement longtemps, que j'ai identifié, voilà, qui a un rapport qui est relevant depuis septembre 2020, qui est d'ailleurs même un petit peu plus bas, hein. On pourrait le descendre ici, ce qui correspondrait en fait avec le niveau auquel on est en train de trader, enfin pardon, en tout cas le haut du range dans lequel on est en train de trader. Voilà, donc cette charte maintenant elle fait un petit peu plus sens. Voilà. Difficile de savoir où on va en plein milieu de range, donc voilà, soit on casse par le bas, alt season, soit on casse par le haut, Bitcoin season, soit on continue interminablement dans ce range et avec peut-être un Bitcoin qui surperforme toutes les altcoins. Et ça s'expliquerait par le fait que des altcoins, il y en a toujours plus qui se diluent les unes les autres. C'est une dominance du Bitcoin qui reste stable pour un nombre d'altcoins qui augmente. Ça voudrait dire que individuellement les altcoins auraient une valeur qui diminue. C'est aussi la raison qui me rend assez biriche sur la plupart des altcoins, c'est qu'il y en a tous les jours de plus en plus qui sont créés, avec de plus en plus de VC qui détiennent la majeure partie de ces coins, et du coup les VC ont le pouvoir de dump leurs coins sur le marché, en plus avec toute la création des altcoins qui se diluent les unes les autres, hein, parce que si on regarde la quantité d'argent qui arrive dans les cryptos, pour l'instant, bah, elle est en train de diminuer. Il n'y a pas d'argent qui diminue, qui entre dans les cryptos, il y a de l'argent qui sort des cryptos. Donc l'argent sort des cryptos. La dominance du Bitcoin pour l'instant est flat. Et il y a de plus en plus de cryptos qui sont créés et qui se diluent les unes les autres. Donc alors pourquoi est-ce que individuellement les altcoins augmenteraient et surperformeraient? Eh bien je n'arrive pas à trouver la réponse à cette question. Donc pour moi le Bitcoin is king pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il y a des cryptos qui ne surperformeront pas, hein, mais c'est la seule chose que j'essaie de vous dire, c'est que pour vos holdings long terme, moyen terme, en tout cas, il faut les choisir avec beaucoup d'attention et trouver vraiment les petites pépites. Voilà. Donc je n'ai pas de conseils à donner pour l'instant, je suis en train de faire mes recherches de mon côté, je ferai un petit condensé plus tard que je rendrai public plus tard. Mais voilà un petit peu ma vision sur les altcoins à moyen long terme. Ensuite, du
coup, moi, là, les cryptos que je regardais aujourd'hui, je les ai identifiés ici en rouge parce que j'ai identifié potentiellement des continuations, enfin des retournements baissiers. Donc c'est à peu près ce qui se passe. Malheureusement, je n'ai pas réussi à identifier mes setups, donc j'ai loupé ce mouvement. Donc on verra là pour moi cet après-midi si j'arrive à identifier des continuations baissières. Ce que je voulais voir, c'est à plus court terme sur le Bitcoin un petit peu ce qui se passe sur les liquidités. Donc là, on est allé chercher les liquidités en bas, mais il en reste encore un petit peu, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que le marché se retournerait. Pour moi, c'est la direction continue d'être à la baisse. Voilà, pour moi, c'est relativement clair. Même on a encore pas mal de clusters de liquidités à court terme, enfin à moyen terme, à aller chercher sur les 54 000, qui peut être voilà, une cible assez intéressante pour ce mouvement baissier sur le Bitcoin ou pour s'attendre à avoir un retournement. Pour moi, tant que ces clusters de liquidités n'ont pas été mangés, je vais vouloir trouver des patterns de continuation baissière sur ces cryptos qui sont en train de prendre un petit coup dans les chevilles. Voilà. Du coup, je voulais montrer aussi cette carte. Donc, comme d'habitude, celle-là, j'identifie en direct parce qu'elle elle évolue quand même assez fréquemment. Du coup, d'une heure à l'autre, l'analyse et la lecture peut être totalement différente. Voilà, donc ici, pour moi, en 7 jours, la direction se confirme que l'on va vers le bas. Donc, on avait identifié potentiel target de cluster de liquidité ici à autour de 54 000. 54 000, ça nous emmènerait vers les leverage x 100. Ouais, c'est ça, venir manger les leverage x 100, quelques fois 50 aussi. Donc c'est pas déconnant du tout d'aller chercher une target dans ces eaux-là. Voilà. Et à plus court terme, c'est un petit peu balancé. Il y a pas mal de longues aussi à aller chercher. À plus court terme, j'ai du mal à avoir une lecture précise de ce graphe. Donc c'est pour ça quand on ne sait pas lire ce qui se passe à court terme, eh bien on dézoome. À plus long terme, la direction pour moi elle est totalement claire. C'est le sud, vers le bas. Voilà, donc un petit peu tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc faites attention à vous, on est toujours dans un environnement assez compliqué, surtout avec le débat là qui vient d'avoir lieu, le chiffre des inflations qui vont être rendus publics aujourd'hui et la décision de la Fed qui est toujours relativement inconnue quant à la réduction des taux d'intérêt. Voilà, donc on est dans un environnement, il y a beaucoup de désintérêt, beaucoup de et très très peu de volume sur les cryptos, mais il y a quand même de la volatilité sur les marchés un petit peu plus traditionnels. Du coup, ce qui rend le marché crypto extrêmement volatile à très peu de volume, ce qui fait que bien c'est difficile de faire de lecture précise du marché. Donc faites attention à vous. Encore une fois, pour l'instant, pendant ces périodes relativement difficiles de fin de mois de septembre, peut-être début octobre, l'objectif principal c'est préservation du capital, hein, de pas trop vous faire découper et prendre des petits profits si vous le pouvez et vous positionner pour du plus long terme. Donc faites vos recherches sur des cryptos que vous pourriez holder un petit peu plus longtemps et puis voilà un petit peu mes conseils pour aujourd'hui. Donc, eh ben, écoutez, pour moi, c'est fini. Je vous retrouve demain. Il n'y aura pas de live vendredi parce que je serai dans l'avion en direction de la France. Donc du coup, demain pour moi sera le dernier live de la semaine et puis après ça on se retrouvera lundi pour l'analyse complète de la semaine, revoir tout ce qui s'est passé de manière weekly. Euh, et voilà, et puis je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Ciao!